Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine dans l'édition du 7 décembre 2017. La semaine de l'entrepreneuriat à l'école a bel et bien eu lieu malgré toutes les relocalisations des élèves dues à la présence de l'amiante à l'école secondaire Armand-Saint-Onge. La famille Myriam vous invite à une journée spéciale de Noël. Il est encore temps d'acheter des décorations pour la campagne de financement de la Seigneurie Montois. Nous revenons sur la conception des capsules qui dénoncent l'intimidation chez les aînés. Yves Lévesque a fait couler beaucoup d'encre dernièrement pour ses accomplissements en tant qu'entraîneur de volley-ball et nous l'avons rencontré pour vous en studio. Dès le 14 décembre, les membres du club Richelieu La Rocade envelopperont vos cadeaux chez Sport Expert cette année. Nous vous présentons également le décor de Noël qu'elles ont créé au Cansable Show d'Amqui. Chloé Paquette vous propose des solutions pour mieux balancer votre budget en couple. Jessie Proulx vous invite à voyager avec Audrey Bélanger au pays du kangourou. Puis nous terminons avec le Babillard Express. Mais d'abord, nous avons demandé un bilan de la chasse sur notre territoire à Andréane Lavoie de la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia. Pour les fêtes, faire ses achats dans la Matapédia, c'est gagnant. Jusqu'au 15 décembre, magasinez chez les entreprises participantes et courez la chance de gagner de très beaux prix. Plus de 8 000 $ en chèques cadeaux et en bons d'achat. Et l'achat Matapédia, c'est plus d'emplois chez nous. Tirage le 15 décembre en soirée au bunker de Kozapskal. Participez en grand nombre. La Matapédia, c'est mon centre d'achat. Une invitation de la Chambre de commerce de la Matapédia et de ses partenaires. Voici donc Andréane Lavoie qui nous dresse un portrait de ce qui s'est passé cette année au niveau de la chasse. Andréane, je suis ici pour en apprendre un peu plus comment ça a été pour la chasse cette année. Y a-t-il beaucoup de chasseurs, beaucoup de prises? Dis-moi tout ça. Oui, on a eu une très belle année encore cette année. Même, on pourrait dire que le taux de succès a été de 82 % cette année. On peut voir, pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs, qu'il y a eu une légère diminution contrairement à l'année passée. L'année passée, on avait 87 % de réussite. Qu'est-ce qui a causé que ça l'a baissé un petit peu? C'est la température, bien sûr. On a eu l'été qui a duré plus longtemps que prévu, puis même les dernières périodes de chasse se sont terminées avec des grosses pluies. Donc, ce qui a baissé un petit peu la quantité d'orignaux abattus à ce temps-là. Mais en fait, il y a aussi le fait qu'il y a eu plus d'orignaux, par contre, qui ont été vus que l'année dernière. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un peu plus de chasseurs un peu plus difficiles. Donc, ils préféraient y attendre, espérant en voir peut-être un plus gros pour se terminer avec d'autres résultats, bien sûr. Donc, peut-être que l'an prochain, ça va être encore meilleur. Exactement, en plein ça. Mais on peut déjà dire que en haut de 80 %, c'est quand même très, très bien, là. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de chasseurs cette année? Oui, beaucoup de chasseurs cette année. On reçoit en moyenne jusqu'à quand même 1000 chasseurs, entre 800 et 1000 chasseurs. Puis, c'est beaucoup des gens de l'extérieur qui viennent ici. Donc, on a beaucoup des gens de Montérégie, Canton de l'Est, donc vraiment plus en ville, si je peux dire ça comme ça. Mais sinon, oui, on a encore eu une très belle saison au niveau des chasseurs. Et est-ce que le paradis de la chasse a fonctionné? Oui, ça a fonctionné. Les gens, justement, de l'extérieur ont fait le saut. On dit « Wow, mais quelle bonne idée! » Puis, nous, en fait, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de participants de l'extérieur, entre autres, et c'était notre but de l'événement, donc d'apporter des nouvelles personnes à faire connaître le village de Kozapskal comme étant le paradis de la chasse. Mais en fait, on a pu répondre, oui, à cette demande-là avec beaucoup de gens de l'extérieur. Donc, on peut espérer que ça revienne l'an prochain. Oui, exactement. Puis, je peux même ajouter que, justement, c'est la période tout presque là, des inscriptions de tirage au sort pour la chasse 2018. Donc, nous, on garde encore là, quelques réservations. Puis, à partir de la mi-janvier, les tirages vont être faits à ce moment-là pour nos nouveaux chasseurs qu'on va accueillir pour la prochaine saison. Alors, les coordonnées, c'est quoi pour vous joindre? Donc, on dit 418-756-61-74 pour nous rejoindre. Puis, il y a toujours notre adresse courriel cgrmp@globetrotter.net. Merci beaucoup, Andréane. Merci.
Passons maintenant à un autre domaine qui, espérons-le, deviendra tout aussi passionnant pour les jeunes, l'entrepreneuriat. Jessica, on va parler de la semaine des entrepreneurs à l'école. Ça a été toute une réorganisation pour toi avec l'histoire de l'amiante à l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Dis-moi comment ça s'est déroulé finalement. Bien, somme toute, il y a eu un petit vent de panique dans mon fort intérieur, mais somme toute, les enseignants sont professionnels, puis on a quand même tenu les conférences d'entrepreneurs dans les classes. Malgré la réorganisation et tout ça, les enseignants étaient encore à l'écoute et intéressés pour les élèves. Et parle-moi un peu des entrepreneurs qui se déplaçaient justement dans les écoles. En fait, les entrepreneurs venaient rencontrer les élèves dans leur classe. Donc, il y a eu une douzaine de groupes d'élèves de secondaire deuxième cycle, donc secondaire 3 à 5. Et aussi, il y a eu l'adaptation scolaire. Ils venaient vraiment parler de leur parcours d'entrepreneur. C'est pas tout droit comme on peut penser. Mais ça a fait aussi des résultats incroyables. Des relèves d'entreprise, des personnes qui ont fait un cheminement, ils ont passé de A au point C, au point D, après ça, ils ont tourné à B. Tu sais, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est que dans le fond, tu vas tester des choses pour essayer et en apprendre, et par la suite, pour réaliser le projet de ta vie, si je peux dire. Oui, mais ça montre aussi aux jeunes qui doivent être persévérants, persévérantes, parce qu'on n'a pas toujours tout cuit dans le bec. Il faut vraiment se démarquer. Jessica, les entrepreneurs, il y en avait quand même plusieurs. Parle-moi un peu, c'était qui exactement? Il y a eu Marc Poirier du groupe RPF Sébec. Je vais prendre ma petite liste. Marie-Ève Michaud-Lavoie de Mécano Mobile RL. Benoît Fournier de Via Capital. Jessica Lee de la conciergerie d'Amkoui. Ensuite, Frédéric Veilleux d'Alimentation COSAP, Marché Richelieu. Mélanie et Gilles Leroy aussi, le duo père et fille d'Atelier Soudure Gilles Leroy. C'est vraiment intéressant parce que c'était des domaines qui étaient très variés finalement. Exactement, parce que c'est aussi la beauté de la chose de montrer différentes facettes aussi du métier d'entrepreneur, autant les difficultés que les wow, où est-ce qu'ils sont rendus aussi là, dans l'entreprise, puis eux, ce que ça leur a apporté. Donc, ça prend aussi une variété pour la variété d'élèves qu'il y a aussi. On est tous différents. Et les élèves, comment réagissaient-ils à ça? Très bien. J'ai assisté à quelques-unes, je n'ai pas pu toutes les faire malheureusement, mais les élèves étaient intéressés, les entrepreneurs étaient passionnés aussi. Les entrepreneurs à la base, je pense, sont tous passionnés. Fait que c'est sûr et certain que ça a fait une motivation et un engouement aussi pour les jeunes. Il y avait des questions, tant au niveau des choses anodines du quotidien, autant que des choses vraiment plus concrètes, là. Donc, c'était super intéressant. Et est-ce qu'il y a encore des ateliers pour les aider à devenir entrepreneurs, justement, à l'école? Je pense qu'il y avait ça à l'époque. Oui, bien en fait, il y a aussi au niveau du pré-DEP, il y a le cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat qui est vraiment limité au pré-DEP. Par contre, il y a des projets entrepreneuriaux qui sont aussi en lien parce que la semaine des entrepreneurs à l'école, c'est pour initier le goût d'entreprendre des projets. Donc, à l'école, on peut entreprendre des projets en bénévolat, en entrepreneuriat. On peut faire ce qu'on veut. Les enseignants sont là aussi. Les ressources sont là pour pouvoir les aider. Puis moi aussi, je peux leur donner un coup de main aussi dans leurs projets. Donc, oui, ça se fait encore. Puis oui, c'est pour initier, en fait, les motiver à partir des projets pour le défi aux entreprendre, entre autres. Alors, Jessica, est-ce que tu peux me donner quelques exemples de ce qui s'est fait dernièrement à l'école? En fait, c'est tellement variable. Les projets explosent de tous côtés. Ça peut être des projets vraiment en lien avec leur milieu scolaire qui les aident à améliorer des problématiques ou qui répondent vraiment à un besoin de leur milieu. Donc, ça peut être tant immédiat que sur le milieu
en général là, de la communauté. Des exemples concrets pour cette année, je te dirais que c'est encore avec tout ce qui s'est passé à l'école d'Amkoui, on s'entend qu'il y a beaucoup de projets qui ont tombé sur la glace. Par contre, il y a des projets en adaptation scolaire, que c'est vraiment implication dans son milieu, donc qui sortent des murs qui vont aider dans les organismes communautaires. Il y a d'autres projets que c'est vraiment pour un besoin que des jeunes ont ciblé pour leur environnement immédiat, donc les élèves et même enseignants. Donc, c'est très, très variable, mais je peux pas lancer de primeur. Mais on se reverra pour ça. Et puis, merci beaucoup. C'est vraiment agréable de voir que ces jeunes-là sont... c'est notre relève pour l'avenir. Et puis, merci de t'impliquer. Merci. Merci à toi. À l'approche de Noël, voici une invitation de la famille Myriam Bethléem. Jacques, le 16 décembre prochain, va falloir s'habiller comme il faut pour pouvoir profiter des nombreuses activités qu'il va y avoir ici à Myriam Bethléem. Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer au juste? Alors, le 16 décembre prochain, c'est une activité qui est offerte à toute la population. Souvent, les gens de la région, vous connaissez la 132, la Côte-Saumon, l'enseigne Myriam de la Vallée, famille Myriam. Peut-être pour rappeler pour les gens, ici, c'est une communauté catholique formée de petits frères, petites sœurs, petits frères prêtres. On est établi dans la région depuis presque une trentaine d'années maintenant. On offre aux gens de la région des temps de ressourcement, de formation aussi, pour les gens de tout âge, que ce soit les personnes âgées, les familles, les jeunes, les enfants. Puis on essaie de participer à notre manière à tout l'effort de nouvelle évangélisation, que ce soit dans notre région, dans le diocèse, puis partout où on peut être demandé, que ce soit à travers des retraites paroissiales, des animations d'activités ou collaboration aux catéchèses dans nos secteurs. Et est venue cette année une idée, une intuition spéciale. On voit la neige autour de nous, on voit que la neige semble être arrivée dans la région. Avec la neige, on pense au temps des fêtes qui s'en vient. On s'est dit, ça serait l'occasion de permettre aux gens de prendre un bain pour redécouvrir l'esprit de Noël, entrer dans le mystère de Noël. Donc, on offre aux gens de la région, le 16 décembre prochain, en après-midi, une activité, à la fois à l'intérieur, à la fois à l'extérieur. On appelle ça un sentier de Noël, pour découvrir la belle histoire de Noël. C'est ouvert à tous, tout le monde est bienvenu. C'est pas seulement pour les enfants, mais c'est ouvert à tous les gens de la région. Et on souhaite la bienvenue à tout le monde. Justement, on va aller découvrir un peu plus proche du bâtiment le fameux sentier dans lequel ça va se passer. Alors, bienvenue, suivez-nous. Jacques, maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce qui va se passer plus aux alentours d'ici, là. Il va y avoir une balade en forêt, plein de découvertes, hein? Tout à fait. C'est une activité en deux lieux. Il y a c'est tout ce qu'il y aura à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est un sentier de Noël qu'on veut offrir aux gens. Donc, un sentier sur notre terrain. Une partie de la marche va être en forêt, dans le boisé. Et il y aura l'occasion de rencontrer les personnages qui font l'histoire de Noël. Alors, j'en dis pas plus, ça va être une surprise quand vous viendrez pour entrer vraiment dans le mystère de Noël. On va se retrouver à Bethléem, à la Côte-Saumon, en 2017, pour vivre ce bel esprit de Noël. Mais ça se veut vraiment un temps où on est dehors, on va espérer que la température soit de la partie aussi, pour marcher en forêt et arriver à la crèche. Et la crèche, on la voit ici, mais elle va être pas mal plus crèche que ça. Oui. Elle va être quelque part sur notre terrain. On peut la deviner un peu à l'horizon. Merci, Jacques. Merci, bienvenue. Esther, maintenant, j'aimerais savoir d'où est venue cette idée de faire une journée spéciale pour la vallée de la Matapédia. Bien, c'est simple. En se promenant sur le terrain, on a un très beau terrain, puis en plus, on est près de la 132. Beaucoup de gens passent. L'année passée, même, je me disais que ce serait extraordinaire qu'on puisse découvrir Noël dans un sentier, dans le bois. Puis, je m'imaginais un peu tous les personnages dans notre boisé. Puis, l'idée est venue, elle est jaillie. Puis, les événements ont fait qu'on a pu se parler aussi avec Sacha, l'agent de pastoral. Puis, d'utiliser cet événement-là pour en faire un événement public, pour donner l'esprit de Noël,
faire redécouvrir aux gens de la région la beauté de Noël. Parce que plusieurs enfants, puis même des personnes plus vieilles aussi, connaissent pas l'histoire de Noël. Puis c'est tellement un beau moment pour être en famille, puis découvrir combien on a été aimés. Dans la crèche, c'est vraiment ça, l'esprit de famille. Puis c'est un peu ça l'idée qui est partie. Puis en le partageant, ça a fait boule de neige. Quel beau jeu de mots. Et aussi, ben, c'est pour les jeunes de la pastorale. C'est ça, oui. De toute façon, chaque parcours voit la catéchèse de Noël. Donc, on a dit pourquoi pas déjumeler les deux activités. Donc, pour la première année, c'est comme obligatoire, entre guillemets, mais juste pour venir découvrir avec la famille. Et pour tous les restes des parcours, l'invitation est ouverte à tout le monde. Donc, on a découvert que c'est une façon plus ludique, plus pratique d'apprendre l'histoire, de voir les personnages, de partager en famille, mais aussi de partager avec la communauté. Parce que pour nous, c'est important d'approcher la communauté à tous les événements importants de l'Église, mais qui touchent tout le monde. C'est ça. On a parlé de l'extérieur, qu'est-ce qui allait se passer, mais à l'intérieur, je pense qu'on va pouvoir venir se réchauffer en bonne compagnie. Le chocolat chaud est au rendez-vous. Il nous attendra avec guimauve. Mais aussi, à l'intérieur, il y aura une exposition de crèches, c'est-à-dire toutes sortes de crèches que nous avons reçues au long des années, pour la joie des cœurs, tout simplement. Il y aura une activité bricolage aussi, et probablement un vidéo de type Noël, mais Noël avec sa couleur réelle. Tout ça pour la joie de nos cœurs, tout ça pour que nos cœurs soient un peu plus réchauffés. Alors, ça promet. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bienvenue à tous. Myriam, maintenant, j'aimerais savoir un peu plus de détails, là. C'est à quelle heure que ça commence, tout ça? C'est quoi la programmation exactement? Alors, c'est le 16 décembre, puis ça commence de 14h à 18h. On peut venir à n'importe quelle heure lorsqu'on le désire. Il va y avoir des départs à toutes les demi-heures pour faire le sentier, puis on reste le temps qu'on veut. Tout le monde est les bienvenus, autant les jeunes des catéchèses que toute la population. Et si on veut se procurer un petit souvenir, je pense que vous avez même une boutique souvenir ici. Effectivement, on a une belle boutique à l'entrée de la maison avec plein de décorations de Noël, beaucoup de crèches qui sont disponibles. Alors, bienvenue. Et chantons le nom du Père, Noël, Noël, la paix descend du ciel, la paix du Dieu d'amour qui vient habiter chez nous. Noël, Noël, adorons l'Emmanuel. Adorons l'enfant confié à l'amour du charpentier. Lui la sagesse incarnée, il veut se laisser former. De retour à Cause Abscale, une campagne de financement pour la Seigneurie Montois est commencée depuis quelques semaines. Caroline Legrellet vous invite à être généreux et généreuse et vous explique pourquoi. Émilie Boulay-Chouinard l'a rencontrée. Donc, bonjour. Ce matin, on est avec Caroline Legrellet, coordonnatrice de la Seigneurie Montois, qui va nous présenter sa nouvelle campagne de financement annuel. Oui, bonjour, Émilie. Dans le fond, ce matin, on est ensemble pour jaser pour notre 4e campagne de financement Que les lumières brillent pour nos aînés. Donc, en quoi ça consiste, Caroline, cette campagne de financement-là? Bien, cette année, en nouveauté, c'est qu'au lieu d'avoir 3 sapins, nous allons avoir un gros sapin de 25 pieds grâce à Transport Donald Landry de Sainte-Florence. À cause, cette année, habituellement, c'est la ville de Cause-Abscale qui nous fournit le sapin, mais à cause de la tordeuse, malheureusement, la ville ne pouvait pas. Mais c'est ça, Donald Landry, il s'est offert gratuitement, donc on le remercie. Puis, c'est ça. Un gros sapin de 25 pieds garni de 500 lumières qu'on va vendre virtuellement à des particuliers, quelques commerces. Mais en nouveauté, 32 étoiles. Et qui peut acheter ces lumières-là, ces étoiles-là? Bien, les lumières, dans le fond, c'est pour monsieur et madame, tout le monde dans la vallée qui accueille les personnes aînées. Puis aussi quelques commerces. Mais les étoiles se vendront au coût de 200 $. C'est une étoile par balcon.
c'est en nouveauté. C'est 200 $. On va commencer par les commerces, bien sûr. On débute par notre région, donc Cause-Obscale, mais on fait toute la vallée. Puis aussi, les gens vont pouvoir, les commerces vont pouvoir se jumeler ensemble pour pouvoir faire l'achat. Et comment on fait justement pour acheter ces lumières-là, ces étoiles-là? Bien, d'abord et avant tout, ici à la Seigneurie, notre page Facebook est assez active. On a commencé. Mais on va aussi être présent à la pharmacie Family Prix de Cause-Obscale et au marché Richelieu à Cause-Obscale aussi. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où les gens peuvent vous joindre pour prendre des informations ou réserver leur lumière? Oui, absolument. C'est le 418-756-1803, poste 1. Sinon, comme je vous dis, la page Seigneurie de Montois Facebook, c'est très actif. Parfait. Et avec ces sous-là, Caroline, qu'est-ce que vous faites à chaque année? On va juste reculer de 2 ans. V'là 2 ans, on avait acheté un bain thérapeutique et l'an dernier, on a acheté un défibrillateur. C'est sûr que les gens vont peut-être dire, ouais, mais c'est pas à tous les jours qu'on... Non, mais la journée qu'on aura à réanimer quelqu'un, que ce soit ici à la Seigneurie ou dans le voisinage, on va se dire ça vaut 1 million. Puis, cette année, toujours dans la sécurité et le mieux-être pour nos résidents, ça va être une porte à puce automatique. Oui, une porte à l'entrée ici pour la sécurité des résidents. Absolument. Toujours. Oui. Et rappelez-nous un peu, il y a combien de résidents ici qui habitent à la Seigneurie Montois? Présentement, on est à pleine capacité, donc 30 appartements remplis, 34 résidents. Wow, bien merci. On vous souhaite bonne chance dans votre campagne de financement. Bon succès. Et on peut vous souhaiter une bonne période des fêtes parce que ça s'en vient. Merci, puis joyeuses fêtes à tout le monde. Connaissez-vous les conséquences lorsque vous êtes reconnu coupable d'intimidation envers une personne aînée? En fait, ce qu'il faut comprendre au niveau de l'intimidation, c'est qu'il s'agit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 5 ans. Ce qu'il faut retenir également, c'est que l'intimidation se traduit par des comportements agressifs et répétitifs qui se présentent dans un rapport de force, de pouvoir, d'autorité. La personne qui est intimidée ne jouit alors plus de l'ensemble de ses libertés personnelles. Si vous pensez être victime d'intimidation, connaissez-vous la procédure à suivre? Au niveau de l'intimidation, il y a différentes façons de faire. C'est que le policier peut se présenter chez la personne à son domicile ou la personne qui est victime d'intimidation peut se présenter au poste de la Sûreté du Québec et rencontrer un policier. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que le policier va prendre une déclaration de la personne et dans cette déclaration-là, ce qui est important, c'est de noter comme il faut les paroles qui ont été dites, les heures, la journée que ça a été fait, les gestes qui ont été posés, pour obtenir une déclaration qui va être le plus complète possible afin de transmettre ce dossier-là. Par la suite, le policier va monter son dossier, puis il va le soumettre au procureur de la Couronne. Le procureur de la Couronne va accepter ou autoriser la plainte, puis ce dossier-là va se rendre à la Cour. Si la plainte est autorisée, alors le processus de la Cour va débuter. Alors les gens vont être convoqués à une date de cour pour se présenter, pour venir faire valoir leur point de vue du niveau légal, en fait. Cette personne-là, la victime, sera représentée par le procureur de la Couronne. Pour la suite du dossier, la personne aura des nouvelles de son dossier, puis sera probablement appelée à venir témoigner à la cour criminelle. Par la suite, si la personne est reconnue coupable de l'infraction, elle devra se soumettre à certaines conditions à respecter envers la victime. Si vous avez besoin d'assistance dans votre démarche, contactez une des ressources disponibles. Depuis quelque temps, les capsules qui dénoncent l'intimidation chez les aînés sont présentées dans cette émission et se propagent grâce à vous sur les réseaux sociaux. Rappelons qui était derrière ce projet.
Madame Bérubé, un outil comme ça, ça doit être quand même assez rare au Bas-Saint-Laurent. Oui, c'est le premier outil du genre, des capsules pour contrer l'intimidation envers les personnes aînées. C'est vraiment un outil qui est bienvenu, un outil qui est pertinent. Hein. Quand on voit les capsules, ce sont des situations qui sont très réalistes. Puis, ça permet aussi de toucher de façon sensible, je dirais, cette question-là de l'intimidation, puis sur tous ses aspects. Puis c'est un outil qui, à la fois, va être très intéressant pour monsieur, madame, tout le monde. On le regarde, on peut se questionner, ça nous interpelle, ça nous touche aussi. On peut reconnaître des personnes proches de nous qui en vivent. Ça peut même servir à repérer des situations et à accompagner des personnes. Puis je pense qu'il y a les capsules, mais il y a aussi d'autres outils. Bon, il y a des petits guides d'intervention qui ont été bâtis aussi pour soutenir les intervenants dans leur travail, pour contrer l'intimidation. Moi, je trouve que c'est un excellent outil. C'est bienvenu. Puis la diffusion aussi est intéressante, ce qui est prévu. Là, c'est vraiment... je suis très enthousiasmée, en tout cas. De quelle façon, personnellement, allez-vous vous en servir, partager sur Facebook, dans les organismes, ces choses-là? Oui, tout à fait. Partager sur Facebook, dans les organismes. Je sais que l'ensemble des centres d'action bénévole du Bas-Saint-Laurent vont recevoir aussi le matériel. Donc, il va y avoir une diffusion dans chacun des milieux, dans chacun des réseaux locaux. Puis moi, l'idée, ça va de faire connaître cet outil-là, de faire connaître ces capsules-là. Puis peut-être même à l'extérieur du Bas-Saint-Laurent, parce que c'est, comme je dis, c'est ça, je trouve que c'est un outil qui est pertinent, qui est juste, là. Alors, merci beaucoup et merci d'être ici aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Les thèmes choisis sont vraiment d'actualité. C'est des choses qu'on voit tous les jours, malheureusement, même à tous les âges. Mais comment avez-vous réussi à en sélectionner là, seulement 8 dans tout ça? On a sélectionné les thèmes avec le vécu que nous avons. J'ai travaillé beaucoup avec Linda Bérubé, que vous avez... puis je fais partie du comité de la maltraitance de la vallée et régional aussi au niveau du Bas-Saint-Laurent. Puis, le projet, il a sonné des cloches parce qu'il y a une personne proche de moi qui a vécu l'intimidation, un aîné qui était placé dans une résidence et qui a vécu la maltraitance. J'ai cette personne-là sur une vidéo qu'on n'a pas le droit de divulguer. Par contre, j'ai travaillé avec Linda Bérubé, j'ai travaillé avec le curateur public, avec tous les gens qui peuvent nous aider. Puis ça m'a vraiment dit, il faut faire quelque chose, ça existe partout. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé à analyser qu'est-ce qui se passait dans les résidences aussi. Fait qu'on a mis vraiment l'emphase sur ce qui est plus courant chez nous. Ce qu'on remarque le plus. Exactement, qu'on remarque le plus. Fait que c'est comme ça qu'on a choisi nos... On avait même choisi le côté financier, mais ça touchait plus la maltraitance. Donc, on a vraiment choisi le web parce qu'on le sait qu'avec Facebook, Messenger, il y en a beaucoup qui se font dire des choses puis qui ne savent pas quoi faire. Mm-hmm. Fait qu'on aurait pu faire 16 vidéos, mais notre budget, nous, c'était 8. On ne pouvait pas avoir plus. Fait qu'on a choisi les 8 principaux. Mm-hmm. Alors, si on veut avoir plus d'informations là-dessus, est-ce qu'on peut vous contacter ici directement? Oui, au Centre d'action bénévole, au 418-629-4456. Vous faites le poste 0. La personne qui répond va vous diriger vers la bonne personne. Et vous avez aussi toute l'information dans les dépliants qui vont être propagés partout. Mm-hmm. Les cliniques médicales, les pharmacies, ils vont tous recevoir les dépliants pour l'intimidation. Alors, merci beaucoup, Mme Bellavance. Un beau projet. Félicitations. Merci beaucoup. Au revoir. Isabelle, on te voit intervenir à la fin de chaque capsule. Et comment ça se passe dans la vallée? Ça ne doit pas toujours être facile là, pour faire des dénonciations. Non, c'est pas facile de faire des dénonciations pour les personnes aînées. Faut retenir que 70% des personnes qui font vivre la maltraitance, toute forme de maltraitance là, confondue, c'est une personne qui est significative pour la personne aînée. Donc, c'est son fils, c'est sa fille, c'est le conjoint, la conjointe, c'est un ami, c'est quelqu'un qui est très près d'elle. Fait que personne veut dénoncer son proche pour dire, bien, cette personne-là
me fait vivre une situation de maltraitance. Et vous arrivez comment dans des situations comme ça? Probablement que faut y aller tranquillement, j'imagine? Oui, il faut y aller très tranquillement. Le lien de confiance à créer avec la personne aînée est primordial. Puis, par la suite, l'approche qui est préconisée par la ligne Aide à but aîné, c'est pas nécessairement de trouver le coupable, mais c'est d'aider la personne qui fait vivre de la maltraitance à faire cesser la maltraitance. Donc, si on a un aidant qui est épuisé, qui fait vivre de la maltraitance, bien, on va essayer de venir supporter cet aidant-là pour faire cesser la maltraitance qui est vécue par la personne aînée. Fait que c'est un peu l'approche là, qu'on va adopter. Donc, toi, tu travailles ici au CIS de la Matapédia. Pour te joindre, est-ce que c'est difficile? Bien, en fait, oui, on est plusieurs intervenants sur le territoire. Pour nous joindre, si on est témoin ou si on vit une situation de maltraitance, on peut directement parler à une intervenante en faisant le 629-2211, le poste 2062. On va parler à une intervenante à l'accueil psychosocial, puis elle, selon la situation, le territoire et tout ça, va référer la personne à la bonne intervenante. Fait que c'est vraiment la porte d'entrée des services ici pour le 6 Matapédia. Alors, merci beaucoup Isabelle et beau travail. Merci. Francis, pour les capsules concernant l'intimidation chez les aînés, tu as été demandé pour la réalisation. Dis-moi, comment tu as fait pour savoir d'où tu partais avec tout ça? Bien, en fait, il faut dire qu'à la base, le projet était bien monté, puis l'équipe du Centre d'action bénévole, puis des partenaires avec le CI3S, puis tout le comité de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes âgées, ont fait un excellent travail de cibler des scénarios qui se pouvaient. En fait, il y a beaucoup de choses dans les 6 scénarios qu'on a extrapolés. Il y en a beaucoup qui venaient de situations qui étaient déjà arrivées, que certaines personnes avaient entendu parler ou avaient vu même leurs propres yeux vécu que ce soit dans des résidences de personnes âgées ou différentes situations comme ça. Fait qu'en partant, c'était très bien ciblé comme situation. C'était bien scénarisé aussi. Puis, le choix des comédiens a facilité beaucoup le travail. Fait qu'après ça, c'était de partir de ces choses-là, puis de les mettre en contexte, puis trouver une façon de rendre ça le plus crédible possible. Mais ça a vraiment été une belle partie de plaisir parce qu'à la base, c'était bien réfléchi, c'était bien conçu, puis c'était des sujets qui sont vraiment proches de la réalité, donc qui sont plus touchants, puis qui sont un petit peu plus faciles peut-être à animer dans ce sens-là. Là. Le tournage, ça a été fait sur place, dans une maison de personnes âgées. Comment ça s'est passé exactement? C'est pas facile, là, parce qu'il y a tous les autres qui observent en même temps. Oui, il y a eu plusieurs lieux de tournage, là, au moins 4 ou 5 lieux différents, mais il y a deux des capsules qui se passent évidemment dans une résidence de personnes âgées. Et puis, c'était drôle, c'était vraiment le happening de la journée. Tu sais, les gens sortaient pour aller dîner, puis là, ils savaient qu'il y avait un tournage, puis tout le monde était un peu curieux de voir ce qui se passe. Et puis, en fait, ils ont été un excellent public, là, les gens de la Seigneurie Montois. C'était vraiment rigolo à voir parce que, bon, on a, tu sais, les deux comédiens principaux, l'homme et la femme, l'homme qui parle vraiment pas gentil à la femme à côté. Dans la vie, c'est un couple, une super belle complicité entre les deux. Mais là, le monsieur, il disait des affaires assez rough, là. Il abrassait quand même pas mal. Puis les gens, tu sais, écoutaient, puis ils disaient pas un mot. Puis là, moi, quand je disais, OK, on coupe, on arrête ça là. Ah, là, ça se mettait à rire, puis à placoter, puis tout ça. Mais les gens étaient super respectueux pendant le tournage. Personne parlait trop fort. Tout le monde jouait son rôle de figurant, tout ça. Puis ils ont été un super bon public là, pour les deux comédiens. Ça a été un beau happening. Puis je pense que même c'est prévu là, d'aller les présenter là-bas sur place pour voir leur réaction face à ça, étant donné qu'ils ont comme fait partie du tournage pendant une journée. Là. Fait qu'il y a une super belle collaboration de ce côté-là. Comment ça peut prendre de temps, tourner une capsule comme ça? Parce que c'est beaucoup de reprises, j'imagine. Oui. Ben, pour l'illustrer, là, disons qu'on met une heure ou deux facilement juste à réfléchir, à scénariser les choses d'avance. Après ça, trouver les contacts, les lieux de tournage, etc. Une fois qu'on a trouvé l'endroit, on part pour le tournage. Ça dure peut-être une demi-journée pour une capsule.
capsules pour un tournage de au moins 2-3 heures pour une capsule qui, en bout de ligne, fait 1 minute et demie, 2 minutes. Puis après, le montage aussi je dirais, c'est facilement une journée de montage et même plus, là, 1 journée et demie de montage par capsule. Fait que on met peut-être 3 jours de travail pour réaliser un 2 minutes là, de capsule. Fait que c'est effectivement beaucoup de temps, mais le résultat, je pense, vaut le travail. Tout comme les capsules qui dénoncent l'intimidation chez les aînés, les mérites d'Yves Lévesque se sont multipliés il y a quelques semaines. Nous l'avons rencontré pour vous. Monsieur Lévesque, on a beaucoup entendu parler de vous dernièrement dans les médias à cause du 43e Gala Méritage sportif, entre autres. Et plus dernièrement, c'était le prix du bénévolat en loisir en sport, Dollar Morin. Ça finit plus les décorations pour vous, hein? Dites-moi comment vous vivez ça. Oui, évidemment, là, avec le Gala Méritage du Bas-Saint-Laurent à Rimouski. Alors, notre équipe cadette de l'an passé, 2016-2017, était en nomination pour l'équipe de l'année et j'ai été en nomination pour l'entraîneur de l'année. Et on a reçu les 2 prix au Gala Méritage. C'est sûr que l'équipe, avec la performance que l'équipe a eue l'an passé, notre mise en nomination a été faite au gala et le comité a décidé de remettre l'équipe de l'année à l'équipe cadette à Sceaux à Mont-Saint-Onge-Champcouy et de me remettre le trophée pour l'entraîneur de l'année. Et par surcroît, j'ai été mis en nomination également pour le prix Dollar Morin à l'Assemblée nationale en fin de semaine dernière et je suis allé recevoir ce prix-là qui est quand même un gros prix là, de reconnaissance pour l'implication que j'avais au niveau des jeunes, au niveau du volleyball. Des belles cérémonies, puis entre autres, comme pour le Gala Méritage sportif, vous étiez avec Gilles Saint-Laurent, qui a été, lui, nommé bénévole de l'année. C'est le fun de pouvoir se retrouver avec des gens qui partagent les mêmes passions que nous. Hein. Ah oui, c'est sûr qu'au Gala Méritage, lorsqu'on a vu que Gaétan également, il y avait M. Éric Gendron, qui était en nomination également pour bénévole de l'année au niveau judo. Alors, j'étais très heureux pour Gilles, parce que connaissant Gilles, son implication au niveau des jeunes, alors au début de sa carrière à Val-d'Irène. Ensuite, ça a été le ski de fond à Mont-Climon. Alors, Gilles, c'était un monsieur qui s'est beaucoup impliqué au niveau des jeunes. Alors, j'étais très heureux pour lui qu'il reçoive cet hommage-là également au gala. Et c'était pas la première fois que vous étiez décoré. Vous aviez reçu aussi, en 2005, la médaille du gouverneur général. Puis ça, c'était avec Anne-Véronique Michaud. C'était vraiment un bel événement, ça aussi. Oui, également, en 2005, on a été en nomination également pour recevoir Anne-Véronique en patinage de vitesse et moi-même en volleyball, l'implication également. On est allé recevoir la médaille du gouverneur général et c'est Mme Lise Thibault elle-même qui nous a remis ce prix. Alors, c'était quand même un super de bel hommage. Et tout ça, ben, vous le vivez aussi avec vos filles qui, elles, se démarquent. Elles ont été championnes de ligue du réseau du sport étudiant de l'Est du Québec, championne provinciale scolaire, championne provinciale U16 du réseau Volleyball Québec, gagnante de plusieurs tournois, on le sait, 5e position du championnat canadien U16 et équipe de l'année, évidemment, au 43e Gala Méritage. Ces filles-là, vraiment, ils en mangent du volleyball. Exactement. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'était une année exceptionnelle au niveau de cette équipe-là. U16, fait cocasse, c'est que l'équipe était composée de 9 filles de 15 ans et une fille de 16 ans. Et on avait décidé en début de l'année de compétitionner dans la catégorie U16. Alors, c'était une année exceptionnelle. On a tout raflé les honneurs, soit de l'Est du Québec, provincial scolaire, provincial civil. On est allé au championnat canadien à Waterloo, en Ontario, une 5e position. On a été mis en nomination au Gala d'excellence de Volleyball Québec. On a été nommé l'équipe de l'année. Les filles ont été nommées l'équipe de l'année. Alors, c'est vraiment un bel honneur. Et elles le méritaient d'ailleurs. Alors, encore là, c'était une très belle cérémonie à Montréal, à Saint-Eustache. Est du Québec, Gala Méritage, c'est équipe de l'année encore. Alors, c'est après l'année exceptionnelle qu'elles ont eue au point de vue compétition. Alors, les filles le méritaient. Mais là, c'est plus difficile de s'entraîner.
hein? Avec l'amiante, ça a vraiment fait bouger les choses. Oui, présentement, naturellement, avec ce qui se passe à l'école secondaire Armand-Saint-Onge, toutes les équipes sportives, le programme Multival, le mini-sport-études que nous avions, il y a quelques organismes qui peuvent continuer, de ce qu'ils font, je crois, continuer avec M. Saint-Laurent et M. je ne me rappelle plus, je ne me souviens plus de son nom. Quelques activités, quelques organismes peuvent continuer, mais nous, le sport, naturellement, on est répartis un peu partout dans la vallée, Saint-Léon, Sébec, Lac-aux-Saumons, Saint-Ursule. Donc, on y va avec moins d'heures d'entraînement. Donc, le programme Multival comme tel en volleyball, naturellement, est arrêté, étant donné qu'on a seulement un gymnase à Forimont. Donc, c'est plus difficile de continuer le programme. Alors, on espère que ça va se réparer rapidement et qu'on puisse reprendre notre programme. Les filles, naturellement, bien, sont déçues, tout comme les entraîneurs, sont déçus que le programme est tombé à l'eau à cause des circonstances incontrôlables. Mais elle fonctionne très bien quand même. On a des bons entraînements, 4 soirs semaine, Benjamin, cadette. Alors, le programme continue quand même. Et ça va se poursuivre aussi jusqu'en avril, jusqu'à l'Omnium, là, ça n'arrête pas. Ah, ça n'arrêtera pas. Alors, Benjamin, cadette, malgré que le programme Multival est arrêté, alors on a quand même nos sorties civiles au niveau de la province. Alors, les Benjamins ont 3 sorties, les cadettes ont 3 sorties. Les cadettes ont déjà une sortie de fait. On est allé à l'Omnium du Québec à Sherbrooke au début de novembre. Elles ont fini 3e, médaille de bronze au niveau du Québec. Nos Benjamins sortent la fin de semaine du 9 décembre à Vaudreuil. Encore là, l'Omnium du Québec, 14 ans et moins. Après ça, les tournois scolaires suivent. Là, Matane, le prochain est à Saint-Anne-des-Monts, Matane, le 16-17 décembre prochain. Et au mois de janvier, on revient à Rivière-du-Loup, etc. Puis nos sorties civiles à travers tout ça. Jusqu'au mois de mars, le championnat régional que nous recevons ici à Amqui, le 23, 24, 25. Ensuite de ça, on a le championnat provincial scolaire, oui, au niveau catégorie cadette. Et les Benjamins et les juvéniles, les Benjamins, je crois que c'est à Trois-Rivières, les juvéniles, je crois que c'est Montréal, ou précisément, je ne sais pas la ville, mais nous recevons le championnat provincial le 13, 14, 15 avril. Alors, ça va être une effervescence dans la vallée parce que nous allons recevoir 3 championnats provinciaux dans la vallée, donc judo, volleyball, badminton, donc ça va brasser dans la vallée au mois d'avril. Il y a du sport dans l'air en avril. Et on discutait tantôt que ça se poursuit dans votre famille de génération en génération, votre passion pour le volleyball. On le sait, votre fille excellait vraiment au secondaire, puis ça se continue. Hein? Oui, Annie, ayant connu des belles années au secondaire, ainsi qu'au collégial, à l'université de Sherbrooke. Elle a fait 8 belles années sur l'équipe nationale comme libéraux, spécialiste en défensive. Elle est revenue à Sherbrooke, fondé une belle petite famille. Le volleyball est revenu dans les dernières années. L'entraîneur-chef l'a approché, ainsi que son amie, Mme Annie Martin, qui était également une athlète olympique. Et ces 2 madames-là vont prendre la relève au niveau de l'université de Sherbrooke, féminine, vert et or, l'an prochain. Alors, co-entraîneurs tous les 2. Alors, je suis très, très heureux qu'Annie s'implique au niveau du volley. Alors, la passion également est là, elle aussi. Donc, je suis sûr qu'ils vont faire un excellent travail. Vous avez vraiment été contagieux pour votre passion en volleyball. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer et c'est un honneur à chaque fois. Merci. Merci beaucoup, madame. Tout comme Yves Lévesque, le club Richelieu-La Rocade se dévoue pour notre belle jeunesse, mais aussi pour le développement de la personnalité et la promotion du français. Voici 3 membres prêts à envelopper vos cadeaux en échange de dons volontaires pour accomplir leur mission. Marie, ici, on a des membres du club Richelieu-La Rocade qui s'occupent d'emballer les cadeaux parce que vous allez le faire encore cette année, mais ça ne sera pas au même endroit que d'habitude. Hein? Non, cette année, ça va être au Sport Expert. Alors, Christina nous a fait un petit coin pour nous, alors ça va être intéressant d'être là. Ça fait changement, puis là, vous allez avoir une autre sorte de clientèle qui vont venir. Quel genre de cadeaux que vous pouvez emballer? C'est sûr qu'il ne faut pas exagérer, là, mais vous pouvez quand même en emballer beaucoup de sortes. Là. Oui. On a déjà emballé un fauteuil. C'est sûr que emmenez-moi pas un divan ou une causeuse, c'est sûr que ça se fera pas. Mais tous les cadeaux, que ce soit des cadeaux que vous achetez en ligne
que vous avez achetées ailleurs, ou que ce soit des pâtisseries que vous avez faites, nous allons faire des emballages. Et combien vous êtes sur place pour pouvoir faire les emballages? Normalement, on a un horaire de fête et on vire à peu près avec 13 ou 14 personnes. Donc, c'est possible d'en emballer plusieurs à la fois. Là. Absolument, absolument. Et aussi, si jamais, je ne sais pas, ceux qui nous entendent ce matin veulent tenter l'expérience, venir nous rejoindre et nous le dire, et ils feront partie du groupe de bénévoles. Et c'est de quelle heure à quelle heure que ça se passe? Parce que c'est sûr que vous ne pouvez pas faire ça de 8 heures à 8 heures le soir. Non, c'est aux heures du magasin de Sport Expert. Okay. Alors, ça va se passer de quelle date à quelle date? Du 14 décembre au 23 décembre inclusivement. Alors, merci beaucoup, puis on a bien hâte de voir les petits chefs-d'œuvre que vous allez faire. Ça me fait plaisir. Ces joyeuses bricoleuses ont également répandu leur talent au camp sable chaud d'Amqui. Voici Marie Michaud. Marie, maintenant, on est ici au camp sable chaud parce que il y a justement les membres du Club Richelieu La Rocade qui se sont amusés ici avec plusieurs bas perdus. Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé au juste là, pour avoir autant de bas ici. Alors, on sait qu'il y a des laveuses mangeuses de bas. Alors, on voulait faire quelque chose pour récupérer ces bas-là. Et les membres du club ont décidé que cette année, c'était la magie des bas de Noël. Alors, nous avons profité de ce temps-là pour décorer les bas et les mettre un petit peu partout dans le décor. Ici, on en voit vraiment partout. Combien de bas exactement ont été décorés? 120 exactement. Vous êtes vraiment amusés. Et puis, tous les gens qui vont pouvoir venir ici pour les fêtes, qui ont réservé la salle, ils vont pouvoir en profiter. Je pense que c'est quand même assez complet pour les réservations. Oui, la seule journée qui nous reste, au fond, c'est le 24 décembre pour le réveillon de Noël. Et aussi, ces bas-là, on aura une activité l'automne prochain, pour donner au suivant. Alors, vous allez faire une redistribution des bas. Comment ça va fonctionner? Exactement. Je ne sais pas encore de la façon qu'on va le faire, mais c'est sûr que c'est un donné au suivant. Ça pourrait être dans une résidence de personnes âgées ou dans un groupe d'école. On ne le sait pas encore. Alors, ça vaut la peine de faire le tour ici. C'est quasiment comme une exposition de bas. On invite les gens à venir réserver pour le 24 décembre. Je pense que dans un décor comme ça peut juste être merveilleux. Merci beaucoup, Marie. Ça fait plaisir. Présente dans le milieu depuis mai 1990, l'Association coopérative d'économie familiale ACEF de la péninsule est un organisme à but non lucratif ayant un statut de coopérative à fin sociale qui offre des services d'aide directe à la population et organise des activités d'information, d'éducation et d'intervention. Les consultations sont gratuites et confidentielles. Elle s'adresse aux personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires et vise à solutionner les problèmes d'endettement. Un service de défense de droits des consommateurs est également offert. Ce volet inclut le soutien et l'accompagnement des individus. Chloé, quand on est en amour, c'est pas facile de gérer le budget. Comment qu'on peut faire pour faire en sorte que ça soit équitable entre les deux? Oui, et j'aime bien le mot équitable, parce que dans un couple, là, ce qu'on ne cherche pas au niveau du budget, c'est pas l'égalité, c'est l'équité. C'est très différent, parce que l'égalité, ça veut dire 50-50. C'est sûr que quand on est aux prémices amoureuses, dans notre première année, c'est sûr que là, on ne commence pas à dire, on commence à peine à vivre ensemble et encore, c'est pas sûr, mais quand on sent que ça s'installe, quand on sent qu'on va faire un bout avec la personne, qu'on en a un petit bout de fait, c'est bon de parler d'argent. C'est pas facile, on n'aime pas ça. Mais c'est le meilleur moment pour le faire. Donc, parce que quand on vient au mot équité, qu'est-ce qu'on veut? C'est, dans un couple à la base, qu'est-ce qu'on veut, là? C'est qu'ensemble, on soit encore mieux. Hein? C'est qu'on s'épanouisse ensemble, qu'on ait des projets ensemble. Donc, au niveau du budget, on va le travailler un peu de la même façon. C'est rare que deux personnes gagnent le même revenu. Hein? C'est plutôt déséquilibré généralement. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'on veut, peu importe le revenu qu'on a,
c'est d'être bien avec l'autre personne puis de s'épanouir. Donc, on va travailler le budget aussi dans l'équité et non l'égalité. Et il y a les questions d'erreurs qu'on peut faire. Dis-moi une des erreurs que tu rencontres souvent là, chez un couple. Je dirais que la première, là, c'est vraiment de ne pas en parler. Mais vraiment pas. De faire comme si tout allait toujours bien, on gère nos affaires et tout ça. C'est super important d'en parler puis de déterminer ensemble c'est quoi nos valeurs. Parce que c'est souvent, vous savez, dans un couple, là, les 3 causes de conflit les plus fréquentes, là, c'est les enfants, le sexe et l'argent. Fait que moi, j'ai pas le contrôle, c'est 2 autres, mais sur l'argent, par exemple, si je peux donner un coup de main, tant mieux. Fait qu'il faut en parler, c'est quoi les valeurs? Si j'ai quelqu'un de super dépensier qui se rend heureux, ou en tout cas se donne une confiance en soi à cause de tout ça, et que j'ai quelqu'un qui est très, très économe, on s'entend qu'il y a un risque de friction important. Donc, mettre les valeurs ensemble, c'est sûr que c'est important. Ça peut faire bon ménage, amour et argent, hein? C'est pas un mythe. Il y a des couples qui calculent au prorata. Explique un peu comment ça fonctionne. Bien, le prorata, c'est que quand j'ai 2 revenus qui sont différents, je vais regarder combien je dépense en dépenses communes. Mais vraiment, ce qui nous est commun, là. L'habitation, l'alimentation, le chauffage, les télécommunications et tout ça. Et chaque personne va payer au pourcentage de ses revenus. Si, par exemple, j'ai une personne qui gagne 60% du revenu total de la maison et que j'ai une personne, elle, c'est son 40, eh bien, je vais verser ici 60%, je vais payer 60% des dépenses totales communes et l'autre personne va payer 40% des dépenses communes. Et ce qui va rester dans les poches de chacun, bien, ce sera pour leurs dépenses personnelles qu'ils pourront utiliser à leur bon escient. Puis ce qui est intéressant de tout ça, c'est qu'on ne peut pas dire à l'autre « Mais à quoi tu as pensé? Tu as pris l'argent, c'était pour payer le cours de l'autre et tout ça. » Non, si tu as fait une sortie, c'était avec l'argent qui te restait, les dépenses communes sont payées. Parfait, on vient de régler un gros sujet de discorde. Là. Mais il y a quand même des couples qui veulent avoir un compte commun. Oui. Bien, c'est bien d'avoir un compte commun, mais c'est un problème si on n'a que ça. L'important, c'est d'avoir chacun son compte pour justement avoir un contrôle sur ce qui nous reste. Et aussi, c'est que dans le cas du décès, par exemple, d'un des 2 conjoints, le compte commun, il gèle. Fait que ça veut dire que je ne peux plus aller chercher d'argent dedans. Donc, s'il me reste au moins un compte, l'argent, par exemple, si j'ai un salaire qui rentre dans mon compte et de mon compte, j'en verse une partie au compte conjoint, bien, s'il arrive quelque chose au compte conjoint, au moins, je garde tout mon argent. Là, je ne le verserai pas, je vais tout le garder. Puis ça m'aide à me prémunir justement contre des problèmes que si le compte est gelé, il y a des choses à payer quand même, il faut continuer à manger. Tu sais. Donc, c'est bon d'avoir son propre compte personnel et un compte conjoint pour les dépenses qui sont conjointes. Oui, mais il y a aussi, au prorata, il y avait autre chose qu'on pouvait faire pour que ça soit encore plus équitable. Oui, c'est ça. Parce que, pour faire un petit rappel très rapidement, la première, souvent, on paye 50-50. Bon, les premiers temps, oui, ça peut être pertinent, mais on s'entend qu'à la longue, ça ne fait pas long feu. La deuxième méthode, il y en a qui vont dire, bon, mais toi, tu payes tel type de dépense, tel type de dépense. Mais encore là, ça devient inéquitable parce que souvent, c'est une personne qui paye la maison. Alors, la maison va lui rester. Tandis que la personne qui a payé l'épicerie, il n'y en a plus si on se sépare. Là, on a un problème. Le prorata, on l'a expliqué, hein, chacun cotise au pourcentage de son revenu. Et l'ultime solution en équité budgétaire dans le couple, c'est qu'on va déterminer un montant pour des dépenses personnelles. Un même montant pour les 2. Si, par exemple, on s'entend dans le couple qu'il nous faut 100 $ de façon personnelle pour nos dépenses. Bon, à ce moment-là, on va prendre dans le budget, on va enlever le 100 $ et on va calculer le prorata, donc le pourcentage, avec ce qui reste. Donc, ça veut dire que moi, j'ai mon 100 $, toi, tu as ton 100 $, et avec ce qui reste, c'est là qu'on va rediviser ça en prorata. Alors, j'ai dit 100 $, mais c'est sûr que le montant va être déterminé en couple selon les besoins. C'est beaucoup de calculs, mais vraiment, ça peut être efficace pour réduire un peu les tensions, parfois, dans un couple. Ça réduit beaucoup les tensions. Souvent, c'est une personne qui est en charge du budget. Alors, plutôt que tout repose sur cette personne-là, on a au moins un partage. La personne sait
avec quoi elle gère aussi. Elle n'a pas tout le temps des surprises de l'autre personne. Et la personne qui fait confiance à l'autre pour gérer ça, c'est aussi un peu où ça en va parce qu'il sait combien il donne. La personne sait combien quel montant elle donne pour que ça soit géré. Donc, ça travaille beaucoup le climat de confiance aussi. Ça peut vraiment aider au niveau de l'équité. Et il faut se rappeler aussi que ça, c'est pour la gestion au quotidien, là, mais c'est que ça peut aider aussi pour si ça va plus mal plus tard. On ne le souhaite pas à personne, mais ça arrive. Donc, si malheureusement on doit se séparer, si on a fait une gestion plus équitable, ça va être plus équitable à la séparation parce qu'on va un peu plus savoir. Mais là, on rentre aussi dans des protections légales qu'il faut se donner en tant que couple, qu'on soit marié ou pas. Ça fait une différence. Oui, parce qu'au prorata, la maison n'appartiendra pas plus à la personne qui paye plus que l'autre. Non, en principe, c'est ça, on a signé ensemble, disons, pour être propriétaire d'une maison. Donc, en principe, quand on va vendre la maison, c'est 50-50. Toutefois, rien n'empêche que lors d'un achat, on fasse inscrire au contrat, par exemple, s'il y en a une des deux personnes a mis une mise de fonds importante, elle pourrait le faire écrire au contrat. Donc, à la vente de la maison, on déduit la mise de fonds qu'on remet à la personne, et là, on sépare 50, mais avec ce qui reste. Fait que, oui, il y a plein de petites subtilités, mais l'important, c'est au moins de se renseigner avant de poser des c'est quand même quelque chose, acheter une maison. C'est un bon geste. Et les écrits restent. Wow. Alors, pour vous joindre, pour avoir plus d'informations, toujours les mêmes coordonnées? Les mêmes coordonnées, acfpeninsule.ca ou au téléphone 1-866-566-7645. Merci, Chloé. Merci. Les petits explorateurs, c'est quoi? Des conférences informelles portant sur un voyage réalisé par une personne désireuse de venir nous partager son expérience. Les petits explorateurs s'adressent aux globetrotteurs en nous et aux gens curieux d'en connaître davantage sur une destination. Jessie Pro vous présente la prochaine. Donc, pour la présentation du mois de décembre, mercredi le 13 décembre, ce sera Mme Audrey Bélanger qui viendra nous présenter l'Australie. Un beau voyage d'environ 10 mois qu'elle a fait en Australie, dont 4 mois avec moi. Donc, vous allez peut-être avoir des petites capsules ou des petits moments là, qu'on a eu ensemble qu'on va vous présenter. En plus de ça, Audrey est conseillère, est agente de voyage. Donc, elle pourra aussi répondre à vos questionnements là, par rapport à comment booker un voyage ou quelles sont les infos nécessaires pour bien partir ou même au niveau des tout inclus, chose qu'on voit un petit peu moins. Donc, Audrey Bélanger sera là mercredi le 13 décembre là, afin de répondre à vos questions, mais surtout pour présenter l'Australie, le pays des kangourous. Pour voir cette conférence, rendez-vous au 2e étage de l'Hôtel Gagnon, au 232 boulevard Saint-Benoît-Ouest à Amqui. Cette présentation commence à 19h30 et l'entrée est gratuite. Pour tout renseignement ou pour proposer une présentation, écrivez à petitsexplorateurs@commercial-hotmail.fr. Passons maintenant à notre Babillard Express. Vous n'avez pas encore vos billets pour la 20e édition de l'événement 20 fromages de votre TVC? Téléphonez au 88 629 4503 pour les réserver. Aucun billet disponible à la porte. Dimanche le 17 décembre à 19h, la Maison de la culture de Sébec vous invite au spectacle de Luce Dufaux, secondé par Caroline Dastou-Paquette, au profit des jeunes du camp musical du lac Matapédia. Réservez vos billets au 88 536 59 63 ou au 88 536 36 09. Il est encore temps de surprendre votre entourage en leur adressant un vœu de Noël sur nos ondes. Téléphonez au 88 629 4503 pour connaître les modalités. La ressourcerie de la Matapédia vous offre un service de défense collective des droits. Madame Karine Corneau peut vous aider, entre autres, à remplir des formulaires gouvernementaux. Contactez-la au 88 629 60 77. Toujours à la ressourcerie, les enfants sont invités à venir rencontrer le Père Noël entre 13h30 et 17h, mardi le 12 décembre. Une surprise les attend. Le Cercle de fermières vous propose leur calendrier. Contactez René au 88 631 16 23 ou Yolande au 88 629 18 55. Le Cercle de fermières est également à la recherche de vêtements d'époque. À ce sujet, contactez René. Pour les fêtes, faire
ses achats dans la Matapédia, c'est gagnant. Jusqu'au 15 décembre, magasinez chez les entreprises participantes et courez la chance de gagner de très beaux prix. Plus de 8 000 $ en chèques cadeaux et en bons d'achat. Et l'achat Matapédia, c'est plus d'emplois chez nous. Tirage le 15 décembre en soirée au bunker de Kozapskal. Participez en grand nombre. La Matapédia, c'est mon centre d'achat. Une invitation de la Chambre de commerce de la Matapédia et de ses partenaires. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, faites-le au 418-629-4503 ou par courriel à l'adresse journaliste@tvcmatapedia.com. Et jouez en grand nombre au Télébingo. La semaine dernière, nous avons eu un seul gagnant pour la carte pleine à 1 000 $. Ça se prend bien avant Noël. Alors faites comme lui et jouez ce dimanche à 12h30 au Canal 4 de Cogeco. Et sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances et une belle semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.